à ce dernier atelier du TRAC 1, transformation environnementale, qui aura pour thématique régulation énergétique et climatique, problèmes et solutions. Pour aborder ces thèmes riches en actualité, notamment, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui à nos côtés Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, Jean-François Carinco, qui est le président de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, ainsi que Jean-Paul Faugère, vice-président de la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Nous aurons environ 30 minutes de panel et 10 minutes d'échange avec la salle pour des questions. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet de cette actualité riche côté énergie avec la CRE. La CRE, une autorité administrative indépendante qui fête ses 22 ans ce mois-ci. La CRE a pour vocation et mission de réguler les réseaux et marchés de gaz et d'électricité, de veiller à la bonne information des consommateurs, de participer à la construction du marché intérieur européen de l'énergie et de mettre en œuvre certains dispositifs de soutien aux énergies renouvelables en instruisant les appels d'offres. Mais commençons peut-être par les réseaux. En quoi, M. Carinco, la CRE favorise par son action réglementaire l'accueil sur les réseaux de gaz et d'électricité d'une énergie de plus en plus renouvelable et de plus en plus décentralisée? Pour parler, j'enlève. Bonjour à tous. Merci à tous ceux qui sont là, qui suivent. Je voudrais d'abord dire mon plaisir d'être avec mes deux amis à côté. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu avec Jean-Paul. On a beaucoup ferraillé, mais c'est la vie et c'est comme ça. Et on a en tête chacun, et c'est la première leçon que je veux faire partager de la crise gigantesque. Je suis un militant de l'équipe France vis-à-vis de la crise. Et cette crise, au départ Covid, puis une crise de production EDF, puis crise ukrainienne, a renforcé, et je suis un militant de ça, la solidarité de l'équipe France énergétique, avec beaucoup de représentants des ministères, de la CRE, tous les acteurs là-dessus. Il faut que chacun sache que c'est pas le bordel complet. On est en train de vraiment travailler ensemble. Je le dis avec beaucoup d'amitié pour Jean-Paul, qui a vécu ça en tant que DIRCAP du Premier ministre. C'est un dossier extrêmement compliqué. C'est la première leçon que je retiens de la crise. C'est une confiance dans tous les acteurs à se rassembler. C'est très important. Parce que chacun, où qu'il soit, quelle que soit sa fonction, a en tête que c'est ensemble qu'on va sortir. Dans une crise absolue. Et c'est ensemble qu'on va sortir. Et moi, ça m'importe que tout un chacun sache cela. Au moment où ça, on a l'air que c'est eux qui gouvernent, eh ben non. Ouais, eh ben non. C'est comme ça. Alors, la question, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux pour plus en plus renouvelables et de plus en plus décentralisés? Je ne sais pas si c'est les implantations qui sont décentralisées ou la décision. Ne mélangez pas. Je suis un vieux jacobin, je suis le dernier qui reste en France, mais non-séparatisme énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux? Les réseaux, leur budget est approuvé par la CRE. Leur décision d'investissement, dès lors qu'elles sont plus de X millions, ça dépend des cas, entre 2 et 20 millions, sont approuvées par la CRE. Donc, j'ai un rôle de conseil de surveillance actif, on va dire, sur les réseaux, même s'ils sont indépendants. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux? Les réseaux, c'est que les renouvelables, on était il y a 20 ans, à peu près, je prends l'électricité, on était il y a 20 ans, mettons, à 250 points d'injection. Les grandes usines nucléaires, les grandes usines fossiliennes, et quelques grands barrages. Je laisse de côté le petit hydraulique. On est maintenant à 500 000 points d'injection et on va vers les 2 millions dans les années qui viennent. Donc c'est une révolution en matière électrique gigantesque. Ça veut dire qu'Enedis, nous avons approuvé, et ce n'est pas suffisant, Enedis et RTE, et ce n'est pas suffisant, il va y revenir, je pense, au cours de l'année, 69 milliards d'euros d'investissement sur les 15 ans qui viennent pour Enedis et 35 pour RTE. On est à plus de 100 milliards. Bon. Je ne dis pas qu'on les surveille au franc le franc, ça serait un peu ancien, mais
On discute de chaque chose. Ce que nous faisons, c'est d'abord leur donner les moyens d'accueillir cette production d'énergie renouvelable. C'est fondamental et c'est une révolution que les gens n'ont pas tout à fait en tête. C'est une vraie révolution. RTE, alors pour RTE, ça c'est Enedis, il faut qu'ils raccordent le maximum. Deuxièmement, RTE a un rôle nouveau. On dit RTE, c'est les grands pylônes tout verts qu'il faut repeindre de temps en temps, Ça, c'est pour des vieux comme nous. Maintenant, ils font autre chose. Ils ont un système d'équilibrage. Il faut qu'à chaque seconde, ce qui rentre sur le réseau soit égal à ce qui sort sur le réseau. Chaque seconde. Avec des acteurs multiples et variés. Et c'est donc ce travail d'équilibrage qui, au plus, et sa troisième fonction, se fait au niveau européen, qui est à l'œuvre et qu'on surveille et qu'on aide. Et le troisième sujet, c'est les interconnexions. Les interconnexions, RTE est en charge, en France, de réaliser des interconnexions avec nos pays européens. Des fois, je me laisse aller là. Je dis, ça tombe bien, il y a un sommet là-dessus. L'Europe est notre patrie énergétique. Il n'y a pas de capacité, de possibilité de ne pas travailler au sein de l'Europe. En plus, c'est bien parce que nous, on fournit, quand EDF marche bien, de l'électricité pour les 10 plus petits pays européens, plus le Vatican qui est à part, mais en plus c'est un client d'EDF. On fournit ça et quand ça va bien, même quand ça va bien, l'Europe nous permet, avec les importations, 45 jours par an d'éviter le blackout. Donc voilà. Et donc, RTE a en charge ces interconnexions qui sont notre vie au quotidien. Donc je fais un peu de politique, tous ceux qui disent l'Europe c'est de la merde, il faut mieux qu'ils lisent les livres ou alors on leur coupe l'électricité. Voilà ce qu'on fait pour les réseaux. Alors vous disiez que monsieur tout à chacun n'a pas nécessairement conscience de tout ce qui se passe en termes de programmes d'investissement, d'interconnexion. Une chose qui est assez claire pour l'usager, le consommateur, c'est ce fameux compteur Linky dont la CRE d'ailleurs a défini le nouveau cadre de régulation. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ce compteur a permis d'avoir une vision plus fine sur la consommation pour l'adapter aux enjeux énergétiques ? D'abord, d'un revers de main, je l'ai dit l'autre jour à la télé ou à la radio, il y a un mec qui me dit avec Linky, on nous surveille, c'est insupportable. Alors je veux dire, à ce que j'ai montré tout à l'heure, vous êtes un peu plus surveillés. J'ai compris au bout de 15 ans qu'ils avaient compris que j'habitais Montpellier, c'est pour ça que j'avais toujours de la pub pour Montpellier. Je me disais, mais comment ils font pour savoir que ça m'intéresse plus que la pub à Valenciennes ? Mais bon, donc tout le monde est surveillé partout. Et un jour, c'était, je ne sais plus à quelle émission, on me dit, est-ce que c'est vrai que vous surveillez la consommation des gens ? J'ai dit, oui, monsieur, je sais quand vous prenez votre douche, si vous la prenez à 1 ou à 2. Et je leur ai dit, et je m'en fous. Voilà. Il faut arrêter avec ces fantasmes. Il faut arrêter avec ces fantasmes. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Alors, à quoi sert Linky ? Linky, c'est d'abord un projet industriel gigantesque qui est arrivé à l'heure, fabriqué en France et que nous exportons dans le monde. Merci Enedis, merci à toutes les entreprises industrielles qui ont fait ça. Alors, ça ne suffit pas de faire pas de l'industrie pour rien. Ça permet plusieurs choses. D'abord, ça permet à tout un chacun qui a un Linky, 90% de la population, maintenant un peu plus, de pouvoir profiter des innovations dans la méthode de consommation, dans le choix de la consommation qu'on fait, dans les offres, de ce que doivent proposer les fournisseurs dits alternatifs. Ils ne sont pas tout à fait au rendez-vous, pour être honnête, mais chacun peut suivre sa consommation, bénéficier de services supplémentaires. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, ça évite la relève à pied, donc on fait un peu d'économie là-dessus quand même. Et le troisième sujet, ça permet d'ajuster les réseaux à la consommation exacte. Et dans ces crises où on manque d'électricité, pour être honnête, d'ajuster au plus fin, on en délibérait cet après-midi ou ce matin, d'ajuster au plus fin la nécessité d'alimentation en électricité, c'est fondamental. Ça évite de gaspiller de l'argent pour des réseaux qui ne servent à rien et ça permet d'ajuster éventuellement la production-distribution aux besoins réels. Donc voilà. Et donc, ça râle beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ça râle. Ça râle parce qu'on est français.
au niveau du nouveau cadre de régulation du projet Linky, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que la CRE a pu mettre à jour sur son utilisation et son application? J'ai pas bien entendu. Sur le nouveau cadre de régulation du projet Linky, est-ce qu'il y a des nouveautés sur l'évolution du cadre réglementaire de Linky? Non, c'est pas ce que j'ai dit. On a voté, on a délibéré là-dessus, que ceux qui refusent Linky sans raison valable, eh ben à terme, hein, on a 2-3 ans pour le mettre en place. Hein, ça va aller doucement. S'il n'y a pas de raison valable, eh ben, ils paieront la relève à pied. Voilà, pas de raison. C'est pas parce qu'on est de mauvaise humeur qu'on fait payer son voisin. Hein, en gros, c'est ça. Il y a capacité, et c'est pas pour faire des économies sur Enedis, parce qu'Enedis, je vous l'ai dit, on a mis 69 milliards. Enedis, chaque fois qu'ils me demandent du personnel, parce qu'on est aussi, on capte, on décide combien ils ont d'employés, on dit oui, précisément pour améliorer tout ça. Donc on fait pas on cherche pas une recette supplémentaire pour faire des économies, si j'ose dire. Hein. On a pris la délibération que ceux qui, sans raison, disent j'aime pas, eh ben ils ont le droit de le dire, mais ils payent leur petit désir. Voilà. Voilà qui est clair. Un bon entendeur, salut. On a parlé de l'électricité, de Linky. Parlons maintenant aussi du gaz, le deuxième pilier de régulation d'ACRE. Quid du rôle à moyen terme du gaz naturel compte tenu de la montée en puissance de la méthanisation? Je vais faire parler un peu mes collègues aussi. Le gaz, la crise du gaz est différente de la crise électrique. La crise électrique, c'est un sujet où à trois, le consommateur, l'État, EDF, on se partage le coût. Il y en a qui disent c'est pour le bénéfice des alternatives. C'est le bénéfice des alternatives. D'abord, ils font pas de bénéfice dessus. Hein, il faut leur couvrir leurs coûts. Et c'est l'épaisseur d'une feuille de papier par rapport au coût. Hein. Nous, on parle en dizaines, centaines de milliards. Donc, il faut ramener les choses à leur juste valeur. L'électricité, c'est donc un jeu à trois. Qui paye la note? Le gouvernement a décidé, on l'a incité, à ce qu'on partageait. À ce qu'on partageait entre EDF, le consommateur et le budget de l'État. C'est des sommes gigantesques. Sur le gaz, c'est différent. Le gaz, c'est juste la France et l'Europe qui s'appauvrissent en payant leur gaz plus cher qui vient d'ailleurs. Mais il s'appauvrit à un montant que vous n'imaginez pas. Ça valait 20 balles le T1, mégawattheure, ça en vaut 200 tout d'un coup. Mais vous êtes toujours obligé de l'acheter. Donc la réalité, elle est là. Et donc on se dit, et en plus, c'est un double problème, parce qu'il monte parce qu'il y en a moins, ou on est peur qu'on en ait moins, et ceux qui gagnent, c'est ceux qui font qu'on en a moins. Bon. Qui s'enrichit sur le gaz? C'est nos fournisseurs de gaz, dont un Norvégien. Imaginez que vous ayez une entreprise, là, comme ça valait 10, et 3 mois plus tard, sans que vous bougez rien, ça vaut 100. Et vous encaissez. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Donc, il nous faut, à court terme, essayer de voir comment ce surcoût ne vient pas créer des problèmes gigantesques sur nos industriels et des problèmes sociaux gigantesques. D'où la décision du gouvernement de caper, comme on dit, là, c'est pas un très beau terme, il n'y a pas de hausse du gaz. Hein, plafonnement zéro dans l'année, à partir du mois de novembre dernier. Heureusement qu'on l'a fait. Sinon, on ne sait pas comment faire. Mais après, il faut payer ces trucs. Il faut le payer. Et on le répartit encore là-dessus. Alors la question, c'est celui de l'avenir du gaz. Est-ce qu'on continue comme ça? Donc il faut diminuer la consommation de gaz, ou en tout cas l'optimiser en fonction de la production électrique. Les centrales, ça vient en plus, les centrales électriques. Tout ça est très lié avec nos problèmes de sécurité, enfin, de système de corrosion sur les systèmes de sécurité. Il n'y a pas de problème de sécurité. On ne gouverne pas par la peur, mais on a des problèmes de corrosion dans les systèmes de sécurité qui font qu'on baisse la production. Et du temps où on travaille avec Jean-Paul et Téliaka, on sait bien ce que c'est, on respecte l'ASN, point barre. On respecte l'ASN. Ça ne se discute même pas. Et là, une des leçons de la crise de la corrosion
nos systèmes de sécurité, c'est la force de notre système français de la SN. Hein, aussi que les Français le sachent. Alors sur le gaz, on en a moins et il vaut plus cher. Donc on se dit, essayons d'en dépenser moins, d'en consommer moins, mais ceci dit, on a besoin pour remplacer un peu d'électricité avec les centrales combinées gaz. Bon, essayons de les optimiser. 2, essayons de les consommer moins. Moins 1 degré chez tous les particuliers, ça fait moins 7% de nécessité d'importation, ce qui est considérable. Et après, la question, c'est où est-ce qu'on en trouve? Alors, on distinguera bien 3 types de gaz. Le gaz pipe, hein, Norvège ou Poutine, le GNL, mondial, et les gaz renouvelables. Sur les gaz, alors, on essaye de se passer du gaz pipe, en tout cas, on n'arrive pas à l'augmenter, et on développe beaucoup le gaz GNL. On va essayer d'ouvrir un 4e terminal méthanier mobile flottant au Havre, hein, pour se donner un peu d'air. Et dans le même temps, on essaye de maximiser quelque chose dont on n'avait pas perçu tout à fait collectivement. Là qui disait oui, là qui non. La capacité, hein, c'est le gaz méthane. Je rappelle que le gaz méthane, donc, ça a 4 fonctions et on n'a jamais voulu les prendre en compte. 1, ça donne du revenu aux agriculteurs. 2, ça élimine des déchets. 3, ça anime les territoires. Et 4, ça fournit du gaz. Donc aujourd'hui, on est capé par la PPE précédente, qui a été faite uniquement sur des motifs financiers, hein, mais on voit bien aujourd'hui l'apport que ça peut faire. Donc je pense que tout le gouvernement, tous les décideurs, tout le microcosme énergétique que j'évoquais tout à l'heure, a bien compris que de nos 8 TWh actuels, ça doit être ça à peu près, en quelques années, on peut passer à 40-50, hein, ce qui est considérable sur une consommation de 400-450. Hein, mais si on avait ça, ça serait déjà pas mal. Quand vous parlez du méthane, on parle bien du même gaz qu'une des filiales de Storengy rejette dans la nature par centaines de milliers de mètres cubes et qui a fait ce matin les gros titres. J'ai vu ça, j'ai demandé des explications. Quand vous produisez quelque chose, il faut aussi pouvoir l'utiliser. Donc si vous ne pouvez pas l'utiliser, là s'il y a un gisement de gaz et qu'il n'y a pas de tuyau, ça ne marche pas non plus. Hein. Voilà, donc je sais pas. Essayons d'être solidaires de tout, de construire ensemble le sujet. Et quand c'est la guerre, parce que c'est ça qui se passe sur notre problème énergétique, hein, on ne fait pas tourner son machin, là, hein, pour savoir qui a mal fait. On se bat ensemble, si quelqu'un a mal fait, on s'en parle, voilà, et on essaye de... Donc, je ne sais pas si c'est le même. Moi, j'ai demandé des explications. Je ne réagis jamais à court terme à ce que je lis dans les journaux. Bien. Pour changer d'échelle d'analyse, parlons du CEREMA et des acteurs territoriaux. Alors, à titre d'introduction, j'aimerais redonner cette phrase de la biogéographe sud-africaine Deborah Roberts, qui est une des auteurs du dernier rapport du GIEC, et au milieu d'une forêt de chiffres plus ou moins alarmants, plus que moins d'ailleurs. Deborah Roberts a cette phrase à propos des villes. Les villes offrent aussi des possibilités d'agir pour le climat, des bâtiments écologiques, un approvisionnement fiable en eau propre et énergie renouvelable, des modes de transport durables reliant les zones urbaines et rurales peuvent tous créer une société plus inclusive et équitable. Donc cette remarque sur les villes m'amène à vous passer la parole, Pascal Berthaud. Le CEREMA, pour mémoire, est un établissement public qui intervient auprès des services de l'État, des collectivités, des entreprises, pour les accompagner dans leurs projets et les aider à relever les défis d'adaptation au changement climatique. Ses principaux domaines de compétences sont l'expertise, l'ingénierie territoriale, la mobilité, l'environnement, la mer et le littoral, pour ne citer que quelques exemples. Et vous avez près de 2500 agents répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin qui se saisissent de ces sujets. Donc, Monsieur Berthaud, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le CEREMA traduit la politique cadre énergie-climat voulue par le gouvernement à l'échelle des territoires ?
Bien, merci. Effectivement, le CEREMA, c'est un petit peu l'établissement d'expertise de l'État et des collectivités sur ces questions d'aménagement du territoire. Et donc, très clairement, nous avons travaillé sur la traduction des grands scénarios de RTE, justement, effectivement, en matière d'énergie renouvelable. Je rappelle que le scénario de base, c'est un scénario à 50% d'énergie nucléaire. Alors, certaines personnes trouvent que c'est trop. Quand même, il faut vous montrer ce que ça veut dire sur le développement des énergies renouvelables. Pour le photovoltaïque, ça veut dire entre 68 000 et 130 000 hectares de panneaux voltaïques, soit à créer d'ici 2050, soit 2500 à 4600 hectares par an. Sur 55 millions d'hectares. Tout à fait. Exactement. Et là où aujourd'hui, on a 23 000 hectares simplement qui sont aménagés. Donc on est sur des ordres de grandeur absolument énormes. Éoliennes terrestres, pareil, entre 15 000 et 20 000 mâts en 2050 à comparer aux 8 000 déjà installés. Ça veut dire qu'on a des enjeux en termes d'aménagement du territoire sur les énergies renouvelables qui sont absolument colossaux, avec évidemment question d'intégration dans le système d'aménagement, dans les villes, avec des questions de nuisance. Voilà, je crois que c'est assez important, et c'est vrai que souvent, quand on voit dans les débats, ces questions-là ne sont pas posées en ces termes-là. Développer de l'énergie renouvelable, ça a aussi un certain nombre de contraintes, et je peux vous dire que pour arriver à tenir ces objectifs-là d'ici 2050, il va déjà falloir sacrément remonter les manches et y aller. Voilà, donc c'est un enjeu en matière d'aménagement du territoire qui est très très fort et qui suppose effectivement que tout le monde s'y mette. Je crois que comme le disait Jean-François, à un moment la question c'est pas il y a les bons, il y a les méchants, la question c'est qu'on a un sujet énergétique à la fois à très court terme et à la fois à long terme qui est un sujet majeur, énorme, et je crois qu'il faut effectivement qu'on se retrousse les manches finalement sur l'ensemble des sujets, et sur le nucléaire et sur le renouvelable. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pratiques de missions réalisées auprès des collectivités, notamment pour les aider à faire évoluer les usages, et je pense notamment en termes de mobilité et de bâtiments, qui sont deux gros émetteurs de gaz à effet de serre. Pour animer le débat à ce que dit Pascal, il a raison sur les défis sur les renouvelables. Mais je rappelle que quand pour un mégawatt nucléaire, il faut 5 mégawatts solaires avec l'efficience et plus du stockage. Mais quand il dit il faut faire tant de gigawatts, 1 mégawatt, c'est 1 hectare. Donc, 1 mégawatt, c'est 1 hectare. Pour faire l'équivalent d'un mégawatt nucléaire, 5 hectares. Pour faire 1500 mégawatts, 7500 hectares. 1500, c'est une centrale. Et donc, à la fin, si vous faites, mettons, 150 000 hectares de photovoltaïque, c'est peanuts sur 55 millions d'hectares. Et nous n'y arrivons pas. Nous n'y arrivons pas parce que voilà. Or, aujourd'hui, quand vous appuyez sur le bouton, ça marche. Et pour que ça marche, il y a des dizaines, des centaines de villages engloutis. Il y a eu des milliers de morts dans les mines de charbon. Et là, on nous dit, pas terrible. 150 000 hectares sur 55 millions d'hectares, c'est rien. Mais il faut faire comprendre à la France, il faut que nous en soyons persuadés. Ça ne pourra pas venir d'en haut. Il faut qu'on en soit tous persuadés. C'est le boulot du CEREMA. Partage un peu le tien aussi. Non, je partage totalement. Je crois que à la fois, quand on met les chiffres, c'est à la fois finalement peu important, et à la fois très important quand on regarde au niveau local. Et toute la difficulté qu'on a, c'est effectivement d'arriver à un moment à mettre tout le monde d'accord. Et ça, c'est effectivement tout notre travail. Pour revenir sur votre question, effectivement, on a développé avec les collectivités des démarches de résilience assez fortes, parce que la troisième façon, évidemment, d'arriver à s'en sortir, c'est d'arriver à faire des économies, d'arriver à avoir des choses qui tournent. Et c'est vrai qu'avec le Covid, finalement, ces questions de résilience sont remontées au premier rang. Sur le plan énergétique, avec ce qui se passe depuis un mois, il est clair que ça va remonter fortement. Et nous, on a beaucoup travaillé avec les collectivités, alors avec des outils comme la boussole de la résilience qui permet de regarder un peu, je dirais, à 360 degrés l'ensemble de la politique de la collectivité, finalement avec une démarche qui est toujours un petit peu la même, à la fois d'une analyse un peu détaillée, un screening finalement de l'ensemble des politiques de la collectivité pour regarder effectivement
qu'est-ce qui ne va pas. L'idée, bien évidemment, derrière d'identifier des solutions et effectivement derrière de prioriser. Nous, qui nous semble absolument extraordinaire, c'est que finalement sur ces sujets-là, pas seulement énergétiques, mais globalement les sujets de résilience, il y a 3 ans, vous alliez voir une collectivité pour lui parler de ça, c'était quand même perçu comme un sujet de long terme. Depuis le Covid, et je pense que ça sera encore plus le cas dans les mois qui viennent, il y a énormément de collectivités qui nous ont demandé de travailler avec eux là-dessus, avec effectivement des démarches 360 qui permettent finalement d'aller finalement assez vite à un certain nombre de solutions. Alors je peux en parler, ça va de solutions très simples sur les déplacements, notamment sur la mobilité vélo, piéton. On a beaucoup parlé des pistes Covid pendant les 2 ans du Covid. C'est quand même incroyable. Je veux dire, on a fait 10 fois plus de pistes cyclables en 3 mois qu'on avait été capable d'en faire en 7 ou 8 ans. Ce qui prouve que c'est possible. Parce que contraint et forcé, on les a fait. On travaille évidemment aussi sur le plan énergétique, sur des sujets un peu comment dire, innovants. Par exemple, des houlots moteurs en bord de quai pour les bateaux qui permettent derrière effectivement d'avoir une certaine autonomie. Donc, je dirais des idées, des solutions, il y en a plein. Je crois que ce qui manquait jusqu'à présent, c'était une vraie volonté politique généralisée. Et je crois qu'entre le Covid et effectivement la crise actuelle, la bonne nouvelle, c'est que finalement, moi je rejoins tout à fait Jean-François, aujourd'hui tout le monde est motivé, tout le monde est à la bataille, si j'ose dire, et quelque part, ça augure assez bien du fait qu'on va réussir. Merci pour ces explications et ces exemples. Alors, de la volonté, il en faut, mais il faut aussi des financements, des budgets. C'est l'occasion peut-être de parler avec Monsieur Faugère de la mission de la CPR par rapport à la thématique que nous abordons aujourd'hui, puisque la CPR, adossée à la Banque de France, a à la fois la mission de mettre en place les conditions de financement de la transition vers une énergie bas carbone, une économie bas carbone, afin de lutter contre le réchauffement climatique, mais également de protéger les institutions financières des risques liés au changement climatique. En février, la CPR a publié un premier rapport sur la gouvernance du risque de changement climatique dans le secteur de l'assurance. Est-ce que vous pourriez nous en faire un rapide résumé, notamment sur ces points qui concernaient la stratégie adoptée par ces acteurs, car qui dit stratégie veut aussi dire des jalons intermédiaires, en termes de gestion des risques également, puisque cela veut dire aussi des données ESG, des indicateurs de suivi de qualité, et d'organisation interne, comment on implique les métiers, comment on définit des responsabilités internes. Je crois qu'effectivement, vous avez eu raison de rappeler la mission de la CPR, et la protection de la clientèle, c'est un des volets, et la stabilité financière, c'en est un deuxième. Et je pense que l'ensemble des acteurs du monde de la finance, ils ont compris que le risque climatique, c'était pas quelque chose de, je dirais, de lointain, c'est quelque chose de matériel. Et je crois qu'on a fait beaucoup, nous, superviseurs à CPR, donc, pour leur faire prendre conscience qu'il fallait vraiment prendre le sujet à bras-le-corps. Et ça commence effectivement par la mise en place d'une gouvernance. Alors, on a essayé de partager les bonnes pratiques, c'est l'objet du rapport dont vous avez parlé. Et c'est vrai qu'il y a un changement d'atmosphère. Si vous voulez, le monde de la finance, il est pragmatique. Dès lors qu'il voit qu'il y a une vraie menace, je dirais, à la fois pour je dirais, les investissements. Donc, on sait tous qu'à échéance difficile à définir, mais il y aura des actifs échoués, comme on dit. Et ça, c'est quelque chose de matériel. Et on sait aussi qu'il va falloir financer la transition. Et on sait pertinemment que les finances publiques n'y suffiront pas. Donc, je dirais, l'ensemble du secteur financier devra jouer son rôle. Et ça, il faut s'y préparer. Sur des volumes gigantesques. Sur des volumes gigantesques, absolument. Et la deuxième évidence qui s'est imposée, et ça c'est le fait notamment d'un stress test qu'on a fait, dont les résultats ont été publiés en mai 2021, c'est que plus on agit tard, plus c'est compliqué, plus c'est coûteux, plus on est en risque. Et vous savez que les financiers n'aiment pas le risque. Donc l'idée qu'il faut vraiment engager cette transition
je dirais progressivement maintenant, c'est quand même une idée qui passe bien. Et ça passe d'abord par la gouvernance, effectivement. Ça veut dire une stratégie, ça veut dire définir des objectifs. Alors de plus en plus, je dirais, d'acteurs le font. Réduction de l'empreinte carbone de mon portefeuille, sortie du charbon à telle échéance, éventuellement d'une politique en ce qui concerne les énergies fossiles, etc. Tout ça se met en place. Mais on a une difficulté qui est d'éviter le greenwashing. C'est clair, hein, je veux dire, c'est plus facile de parler que de faire. Et là, nous, notre rôle de superviseur, et on le fait conjointement avec l'AMF, c'est de faire en sorte qu'on suive les engagements, qu'on vérifie leur réalisation et qu'on puisse les comparer. Et ça, c'est très important parce qu'il faut qu'on ait un peu tous les mêmes référentiels. Et à partir de là, je pense que l'émulation jouera et en plus, on obtiendra des résultats. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, un peu stratégique. Il y a un aspect technique sur lequel je me permets d'insister, et le rapport le souligne, c'est qu'il faut brasser beaucoup de données pour le risque climatique, énormément de données. Et ce n'est pas les données comptables habituelles, c'est un autre exercice. C'est, je dirais, d'autres types de données, pas faciles à réunir, pas faciles à définir avec la granulométrie qui va bien. Et aussi, ce sont des données prospectives. Et on n'a pas l'habitude de traiter ce genre de données. Et en plus, sur des échelles de temps qui sont très longues. Donc, tout ça n'est pas facile. Et donc, il faut que les entreprises du secteur financier apprennent à le faire. Et elles apprennent à le faire à travers des stress tests. Et on a fait le premier donc, en 2020, dont les résultats ont été connus en 2021. Et on va recommencer. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des encours bancaires et assurantiels qui sont exposés à un risque climatique et si vous avez éventuellement une période de comparaison d'une année 2019 à 2022 en tête également? Alors, donc le rapport ACPR-AMF qui a été publié en décembre 2021 fait un focus sur les énergies fossiles. Et on a là des chiffres qui résultent de la collecte qu'on a faite auprès des entreprises, aussi bien banques et assurances, qui ont accepté de participer à cette enquête. Je vous renvoie à la publication, mais 2 chiffres peut-être. Globalement, les banques sont exposées, d'après cette étude, à 155 milliards d'euros et les assurances à peu près à 50 milliards d'euros. Ce n'est pas des chiffres considérables au regard des chiffres je dirais, de la totale du bilan des acteurs de la finance. Mais et donc, on peut dire, c'est la conclusion du rapport, que les expositions sont relativement modérées. Mais en réalité, à travers cette affaire de la crise ukrainienne, on voit un peu le même genre de phénomène. C'est-à-dire que les expositions directes du secteur financier, en tout cas français, à la crise en Russie et en Ukraine, sont assez limitées, même parfois marginales. Mais on sent que tous les acteurs sont concernés parce que il y a des répercussions énormes sur la croissance, sur l'inflation, sur les taux. Et en réalité, c'est ce même type de phénomène qui est valable s'agissant de ce qu'on appelle les expositions en termes financiers. C'est qu'on sent bien qu'à travers cela, il y a une menace globale sur la croissance, sur la richesse, sur le dynamisme. Et donc, à partir de là, je pense que l'exposition du système financier est globalement beaucoup plus significative que les chiffres que j'ai cités. Et cette analyse avait déjà été menée pour une première fois en 2019. Quel point reste encore stratégiquement, opérationnellement mal maîtrisé par les assureurs et les réassureurs? Et à contrario, quels sont les domaines où la population d'acteurs que votre institution régule, finalement, ont progressé de manière satisfaisante, voire au-delà des objectifs attendus? Je pense que le progrès est très net en termes de gouvernance. Je dirais la fonction RSE n'est plus du tout une fonction périphérique ou cosmétique. C'est vraiment au cœur de la stratégie maintenant. Et les engagements, on les a vus fleurir sur les sorties du charbon en 2030, 2040, ou la neutralité du portefeuille en termes d'empreinte carbone à 2050. Ça, c'est beaucoup d'institutions financières, je dirais, l'affichent et entendent bien le suivre avec des jalons intermédiaires. Malgré tout, je pense qu'on a des progrès encore considérables qui peuvent être faits, en particulier parce qu'on n'a pas travaillé suffisamment ce qu'on appelle la double matérialité. Pardon, c'est de la technique, mais oui. On voit très bien, je dirais, qu'il peut y avoir un choc sur les institutions financières. J'ai parlé des actifs échoués, mais donc c'est des conséquences que l'on subit. Mais on n'a pas suffisamment développé, je dirais, la part d'initiative, c'est-à-dire la capacité d'influence de l'ensemble de la sphère financière sur l'économie réelle.
à travers le choix des investissements. Je prends un exemple peut-être un peu très, très limité, mais en assurance, je dirais, il faut orienter l'épargne vers une unité de compte qui sont durables. Et de même, s'agissant de l'assurance dommage, il faut qu'il y ait une politique de prévention des risques, d'adaptation à la transition climatique qui soit faite, je dirais, auprès des assurés. Donc il y a énormément de progrès à faire. Et s'agissant des engagements eux-mêmes dont j'ai parlé, qui sont heureusement très abondants maintenant, très franchement, le rapport ACPR-AMF a montré qu'ils étaient très hétérogènes et que parfois la qualité des définitions, qualité des jalons était très inégale, pour rester euphémiste. Et justement, par rapport à ces problématiques de reporting aussi, on a beaucoup de choses qui bougent en ce moment avec la refonte de la NFRD, la directive sur le reporting non financier des entreprises, qui devient une directive sur le reporting développement durable des entreprises, avec la Corporate Sustainability Reporting Directive. Comment vous le décodez en termes d'impact opérationnel pour les directions financières des assureurs et des banques, par exemple? C'est un énorme travail, et je dirais plus que pour les directions financières, encore pour les directions conformité qui ont un rôle central à jouer dans ce domaine. Mais ce que je crois, c'est que vous avez cité quelques textes, il y en a beaucoup. En réalité, on assiste à une efflorescence normative. Alors, certains s'en plaignent, mais c'est la réalité qui nous rattrape d'abord par la norme. Et c'est le signe de l'urgence, en réalité. Et sur les deux textes que vous avez cités, il y a quelque chose qui est important. CSRD, ce qui va intervenir, c'est que chaque entreprise, au-delà de 250 salariés, devra faire un audit externe de son reporting extra-financier. Donc, ce ne sera pas simplement de l'affichage, c'est un progrès très considérable. Et sur SFDR, qui est donc, je dirais, le reporting extra-financier des investisseurs, quant à eux, là aussi, on aura une batterie de critères quantitatifs qui seront suivis dans le temps et qui permettront plus, je dirais, de faire de l'habillage. Et je pense que c'est important pour la confiance qu'on fait au secteur financier, qu'on fait au conseil financier, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le monde de la finance, on est dans le fiduciaire, et que la confiance, c'est la base du système. Fiduciaire au sens confiance. Exactement. Pas au sens monnaie. Ah, tout à fait, tout à fait. Et vraiment, ça, je dirais, le changement dans le reporting, c'est vraiment la transparence, la capacité d'analyse et de comparaison, et je pense que c'est une forme d'émulation qui va prévaloir. Et je pense qu'au-delà de l'image, c'est véritablement un élément clé, je dirais, dans la commercialisation des produits financiers désormais. Très bien. Peut-être une dernière question pour M. Carinco. On parle de la réglementation, mais vous êtes aussi une entité qui innove. Comment l'innovation réglementaire peut contribuer à favoriser des expérimentations en faveur de la transition climatique ? Oui, il y a au quotidien, essayer de favoriser dans le choix des appels d'offres, dans l'incitation à faire des appels d'offres nouveaux, etc. Mais je voudrais mettre en avant quelque chose qu'on a su faire tous ensemble, puisqu'il a fallu une loi. Donc, je l'ai proposée, elle est passée, un décret, tout ça, on le joue à la française quand même. Tu as une idée, il faut convaincre, après la loi, le décret, l'arrêté, la ville, mais bon, peu importe. On a importé des États-Unis ce qu'on appelle désormais le bac à sable réglementaire. C'est-à-dire que sur un certain nombre de sujets énergétiques, la DGEC, la Direction Générale Énergie-Climat, et la CRE aussi, sont autorisés par la loi, dans des cadres un peu définis, mais dans cet objectif-là, à déroger aux lois et règlements. Alors c'est encadré, mais c'est les parlementaires, d'une part, le gouvernement, d'autre part, ont accepté de se faire cette violence, entre guillemets, parce que c'est dans le bon sens, dans le bon sens vis-à-vis du climat. Alors c'est dans cette optique-là. De dire, ok, on met la loi et le décret, les textes légaux et réglementaires, pour essayer d'accélérer l'innovation. Ça a vocation, ces expériences, qui restent des expériences, à accélérer l'innovation. Une fois que c'est fait,
on regarde, et après l'ambition, c'est de le traduire dans une modification des textes. Je pense que c'est tout à fait exceptionnel. Les Anglais l'ont fait avant nous, hein, et on a été les copier. Et je suis très fier, c'est une de mes fiertés à la Creux, d'avoir importé dans le domaine énergétique le bac à sable réglementaire. Hein. Qu'on sache, on est un pays hyper administré quand même. Hein. Fois je dis un peu trop, mais bon. Mais ça n'a pas d'importance si l'on sait, c'est même positif, dès lors que l'on sait faire fonctionner rapidement les procédures et dès lors que l'on sait se mettre hors procédure pour innover. Si on sait faire ces deux choses, alors oui, il faut assumer notre surréglementation. Et elle a quelque chose de positif, parce que le monde va si vite qu'il faut encadrer, qu'il faut inventer, qu'il faut... je reviens sur ce que disait Jean-Paul. Le monde de la finance, et je le remercie d'avoir dit fiduciaire, hein, au sens confiance, il s'est embarqué dans cette évolution que décrivait Pascal. Tout change. Et voilà, donc tout est bon dès lors que ça va dans le bon sens, dès lors qu'on accepte d'être en désaccord sans être des ennemis, qu'on fait partie de la même équipe, parce que c'est dans le désaccord que se construit la vérité. C'est pas le mec, ça ne marche plus, ça. Hein. Voilà. Donc, oui, on a inventé le bac à sable réglementaire, c'est ce qu'on peut faire, je pense, d'intéressant dans ce système surréglementé. Monsieur Berthaud, une réaction ? Oui, moi, j'abonde tout à fait sur ce que vient de dire Jean-François, et je rajouterai un élément. Je crois qu'on a vécu pendant 50 ans dans un monde finalement assez stable et avec des certitudes. Aujourd'hui, tout change très vite, comme tu le dis, et avec des incertitudes énormes. Le changement climatique, nous, aujourd'hui, on travaille sur le littoral, sur le recul du trait de côte. Et évidemment, je veux dire, on se retrouve face à des élus qui nous disent « Mais dites-moi précisément comment ça sera dans 50 ans ». Je ne sais pas vous le dire. Je sais que le niveau moyen de l'eau va monter de 70 cm. Je sais que les tempêtes qui arrivaient avec 1% de chance chaque année, ça sera plutôt chaque année avec 100% de chance. Donc on a des changements de conditions qui sont tellement énormes que oui, ça va avoir un impact sur votre littoral. Maintenant, pour vous dire si tel bâtiment tiendra ou tiendra pas, il va falloir étudier sacrément quand même. Hein. Donc voilà, je crois que cette notion d'incertitude, on n'était pas habitué finalement. On était dans un monde assez stable, tranquille, et il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Je vous remercie. Je pense que nous allons pouvoir passer aux questions dans la salle pour conclure cet atelier. Vous avez parlé de l'Europe. On a une guerre chaude et une guerre froide. Une guerre chaude en Ukraine, une guerre froide entre la Russie et le monde occidental. Ce matin, M. Baume a proposé de se priver des importations russes pour les 2/3 d'ici la fin de l'année. Première question, est-ce que c'est réaliste ? Deuxième question, est-ce qu'on pourrait faire plus vite ? Notamment les Anglais et les Américains ont coupé plus vite. Et autre question, est-ce que c'est pas aussi plus philosophiquement l'avènement de l'Europe puissance énergétique et d'une Europe de l'énergie qui n'était pas forcément dans la Constitution européenne à l'origine, mais qui, comme vous l'avez développé au début, devient une évidence petit à petit? Bon, je ne ferai pas de politique et je n'ai pas à commenter des décisions qui relèvent strictement de l'exécutif et du pouvoir régalien en France. Donc, la seule question qui m'est posée, c'est si le gouvernement décidait comment je contribue à ce que ça soit supportable par la France. Hein. Et donc on a évoqué d'autres gaz. Ceci dit, à ce tarif-là, la question c'est l'analyse coût-avantage. Alors il y a la partie régalienne, diplomatique, ça c'est pas mon sujet. Moi, ma question qui m'est posée, il y a des groupes de travail, c'est est-ce que vous savez faire, hein? Qu'est-ce qui se passe si la question est très compliquée, très compliquée. La question ça entraînera nécessairement une nécessité et ça entraînera une adaptation peut-être difficile, hein, à nos modes de consommation d'énergie. Mais je ne comptais pas sur moi pour dire si c'est bien ou si c'est mal. Non, je ne cherchais pas bien ou mal, je cherchais plus à savoir si une construction
d'alternatives, qu'elles soient panneaux solaires, interconnexion de pipeline avec l'Azerbaïdjan, l'Algérie ou que sais-je, étaient possibles pour qu'on atteigne... Est-ce que techniquement, puisque vous ne voulez pas faire de politique, est-ce que techniquement c'est possible? La diminution d'importation du gaz russe peut être remplacée par, la question c'est du délai, par du GNL qui sera plus cher, par la relance du gaz de Groningue, mais c'est compliqué, les sujets de tremblement de terre, etc., des Pays-Bas, c'est pour ça qu'ils ont arrêté. La Norvège semble à bout de ses capacités, donc ça sera du GNL, et c'est pour ça que les Allemands, vous l'avez vu, qui n'ont pas de terminaux méthaniers, se sont mis à en faire d'urgence, et que nous, on veut en faire un flottant. Plus l'augmentation de notre capacité rapide à faire du gaz vert. Hein, mais tout ça prend du temps, quand même. Je pense, si on disait dans 2 ans, il n'y en a plus, on sait faire. Voilà. Hein? Finger in the nose. En 2 mois, je ne sais pas. Ceci dit, on a un bon système de stockage qui fonctionne, qui fait école en Europe. J'espère qu'il va s'étendre dans toute l'Europe, mais on se prépare des temps compliqués. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il dit qu'il est favorable qu'il va le faire. Je veux dire, tout ça, c'est des débats diplomatiques qui ne me concernent pas et que je regarde avec voilà, l'intérêt que chacun doit y porter quand même. Hein, et l'Union européenne de l'énergie? Mais de toute façon, pourquoi il faut faire l'Union européenne de l'énergie? D'abord parce qu'on exporte et qu'on importe, et ensuite parce que si on veut avoir par l'énergie une action sur le climat, hein, sur la nécessité de la révolution climatique, nous avons l'opportunité de le faire sur une plateforme, sur une plaque européenne de 500 millions d'habitants. Il faut le faire. C'est une faute de ne pas agir sur le climat à l'échelle où on peut le faire. Imaginez que la Lituanie baisse de 5% ses émissions. Tout le monde s'en fout, la Lituanie ou d'autres. Mais si c'est tous ensemble, à hauteur de 500 millions d'habitants qu'on le fait, ça a un vrai sens sur le climat et sur l'ensemble de la planète. Voilà, l'Europe, c'est d'abord ça, c'est notre capacité à influer en vrai sur l'avenir de l'ensemble de la planète. Hein, si vous faites 3% d'économie dans Lozère, c'est sympa, mais je veux dire, ça ne suffit pas. Hein, c'est parce qu'on est sur une plaque globale qu'il faut le faire. Et donc, oui, l'Europe, c'est d'abord notre sécurité énergétique. 2, il faut garder son indépendance. Hein, attention à l'importation de l'hydrogène de n'importe où. Garder son indépendance et avoir la volonté collective de changer le monde. C'est ça que permet l'Europe, notamment en matière climatique. Merci. Si aucune question ne surgit de la salle, si je vois, monsieur a une question. Merci beaucoup, Jean-Pascal Famba, avocat. Peut-être une question pour messieurs Carinco et Faugère, ensemble, qui tient à la question du financement des énergies renouvelables et l'impact ou les questions que peuvent poser les modifications des réglementations des contrats existants sur les cash flows qui sont générés par les actifs qui vont être financés par les marchés. Est-ce que vous avez travaillé ensemble pour regarder ces impacts? En l'occurrence, lorsque certains gouvernements considèrent que finalement l'électricité renouvelable qui a été achetée à un certain prix, finalement, c'était un peu trop cher, sauf que l'ensemble de l'économie du système avait déjà été mise en place, des financements avaient été réalisés à ce moment-là, et donc, quelque part, c'est le financier qui, lui, n'y est pour absolument rien, qui se retrouve dans une situation délicate à cause d'une révision rétroactive des tarifs. Alors, l'avocat, je réponds qu'il a déjà perdu au Conseil d'État, puis ça a été jugé. Hein, donc ça, c'est une première donnée qui est importante dans notre état de droit. Ne confondons pas l'état du droit et l'état de droit. C'est très important. Sur cette affaire-là, Jean-Paul était à la manœuvre et moi, je faisais le couillon derrière lui. Et on a signé des contrats jusqu'à 600 €. Hein, 600 € le mégawattheure. Ça coûte 60, donc c'est aujourd'hui, hein, mettons, pour faire une fois 10, hein, 10 fois. D'abord, c'est une loi. Je rappelle que l'état de droit et l'état du droit, cette affaire est partie d'une loi. Je l'ai un peu poussé, mais le peuple souverain a voté ainsi, hein, par la voix de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, on parle de quoi? On parle de combien de gens? On parle de combien de producteurs? 400 producteurs, hein, à peu près, un peu moins de 400 producteurs. Sur les gros,
Il s'agit d'économiser 300 millions d'euros par an. Peanuts. Peanuts. Mais, j'allais dire, parce que, à un moment donné, si ces 300 millions d'euros sont indus, il n'est pas anormal que la collectivité arrête de les payer. Hein? Alors on me dit, oui, mais machin. Il n'y a jamais eu autant de gens qui veulent en faire. Rassurez-vous, il n'y a jamais eu autant de gens qui veulent en faire. Et les 10 plus gros impactés, on a travaillé avec le monde bancaire, hein, on a vu la Fédération des banques, tout ça, on voit tout le monde. À la fin, je suis sûr que ça se fera en bonne intelligence. J'ai 2 sociétés qui me posent problème. 2 sur l'ensemble. Hein. Sur les 400, j'en ai 2 qui me posent problème, où j'ai de la difficulté à savoir ce que je dois faire. En tout cas, chacun est reçu individuellement, chacun discute, ça travaille, on s'est donné le temps long, mais dans la crise financière de la République, hein, économiser 300 millions d'euros par an, sans que ça fasse de dégâts, il faut les prendre. Sujet, voilà. Alors, je vais peut-être reformuler un tout petit peu ma question, et je suis désolé pour le temps que je prends. La question est plutôt pour l'avenir, c'est-à-dire à partir du moment où ce sont de plus en plus les marchés financiers qui vont devoir financer les grandes infrastructures ou les changements d'infrastructures, et ces financements vont devenir rapides, et ces transformations d'infrastructures vont devenir rapides et de plus en plus rapides dans les circonstances que l'on connaît. Comment, enfin, est-ce que vous avez l'intention de gérer vraiment de manière très efficace ces questions-là en relation entre d'un côté les régulateurs, en l'occurrence de l'énergie, et les régulateurs financiers, pour éviter justement que ces problèmes qui sont marginaux et qu'on a connus ne se répercutent à des dimensions beaucoup plus importantes dans l'avenir? Je vais donner la parole à Jean-Paul, mais ce n'est pas le régulateur comme ça, c'est la loi qui a chargé le régulateur de le faire. Hein, c'est la loi qui a chargé le régulateur de le faire. Deuxièmement, je le fais en plein travail commun, hein, avec ceux qui sont impactés et avec le système bancaire. C'est vrai que c'est une des premières fois, mais c'est passé en Italie, c'est passé en Espagne, où on a l'impression que l'État renie, hein, revient sur ce qu'il a décidé. On dit, ah là là, s'il fait ça, ça ne marchera pas. On parle de 300 millions d'euros par an. Voilà. Mais... Peut-être une dernière question. J'avais une question sur le nucléaire et le nucléaire européen. Est-ce que par rapport à la crise énergétique qu'on pressent du fait de la Russie et de la volonté de couper à la plutocratie russe ses moyens, est-ce qu'on peut imaginer que la Belgique, l'Allemagne et même jusqu'à la France réouvre ces centrales techniquement arrêtées pour révision pour une durée inconnue, en tout cas que je ne connais pas, que vous connaissez sans doute. Voilà. Est-ce que le relais énergétique européen n'est pas nucléaire? Et je ne parle pas de construction de centrales, sujet que vous pourrez prendre si vous le souhaitez, mais de juste d'activation des centrales en faisant les modifications et améliorations qu'il faut faire en sécurité au pas de charge. Les questions en Belgique et en Allemagne étant plus politiques, bien entendu. Le président de la République s'est exprimé à Belfort il y a un mois à peu près, hein, donc il a tracé une route nucléaire. Ça, c'est le premier point de ma première réponse. Et ce sujet du mix énergétique, l'équipe dont je parlais tout à l'heure contribue à forger la réflexion du gouvernement. Elle appartient au gouvernement. Hein, après, vous noterez que la prochaine PPE qui va parler du mix énergétique sera dorénavant soumise au Parlement, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc, le gouvernement proposera une PPE au Parlement, et donc ça sera la nation qui votera ça. Hein. Mais sur votre question, le président de la République a tracé une intuition qui proposera dans le cadre de la PPE. Je note que la Belgique a dit j'arrête d'arrêter. Hein. En gros, la Belgique a dit j'arrête d'arrêter. En Allemagne, c'est très politique. Hein. C'est une coalition très politique. Mais c'est vrai qu'il y a un renouveau du nucléaire. Ceci dit, votre question, c'est que toute chose a une fin, c'est-à-dire que les centrales, vous pouvez les prolonger peut-être jusqu'à 50 ans, peut-être jusqu'à 60, mais à un moment donné, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et c'est très bien que ça s'arrête. Il ne faut pas prendre... on ne gouverne pas par la peur, mais à un moment donné, il faut respecter l'âge des choses, des gens, des process. Et donc, il faudra reconstruire du nucléaire. Le débat est que pour avoir zéro carbone, qui est quand même le combat principal, si on veut vivre naturellement, il faut passer de 420-450 de production mégawattheure, les térawattheures, les bonnes années, à 635.
Donc ça veut dire qu'il faut tout faire. Il faut tout faire. Voilà, le nucléaire, le renouvelable, les économies, l'hydrogénation, voilà. Donc, on est parti. On est dans les années 70 de l'énergie. Voilà, on revient. On a vécu 50 ans tranquille comme Baptiste. Appuie, ça marche. Eh ben c'est plus le cas. Et on est en 70. Il faut tout refaire. Oui, ce sera peut-être le dernier mot. Merci. Merci à tous pour votre participation et j'invite les participants à nous rejoindre au Salon Étoile 3 pour profiter d'un cocktail.